58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Nous nous retrouvons à nouveau en direct pour cette émission 58 minutes. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Merci aussi, je le redis, à Jean-Yves Bernard qui est à la technique, Gérard Pommier qui est à la vidéo, et merci à Edwige Diaz d'être venu jusqu'ici à Coutras, dans nos petits studios, mais ô combien chaleureux et accueillant. Voilà. Ouais, bonjour, merci de me recevoir. On ne fait pas le steak frites encore, mais ça va venir un jour. Bon, merci en tout cas, oui, d'être venu ici, d'avoir bravé peut-être les embouteillages, etc., etc. Je rappelle que vous êtes élu régional d'Aquitaine. Vous êtes aussi, vous avez des responsabilités politiques puisque vous êtes secrétaire départemental du Rassemblement national pour la Gironde. Vous êtes candidate, bien évidemment, à votre propre succession à la région. Vous êtes en campagne, du reste, actuellement, je vois dans les réseaux sociaux, je vous vois apparaître de temps en temps, vous voyagez pas mal. Hein, oui, quasiment dans tous les l'Aquitaine, jours, dans la Nouvelle-Aquitaine et depuis le mois de février. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans la politique ? Une question un peu comme ça, là. Hein, c'est la politique. C'est la politique. Elle est dure, la politique. Mais elle est très épanouissante. Ah oui ? Vous savez, moi j'ai 33 ans. Si je ne faisais pas de politique, je n'aurais pas découvert tout ce que j'ai commencé à découvrir depuis ces quelques années. On rencontre du monde, voilà, des personnes passionnantes, des entreprises, des associations. On découvre des milieux auxquels on n'avait pas accès avant d'être en politique. Donc voilà, donc c'est la politique qui me passionne dans la politique. Ça fait combien d'années ? Vous avez été militante oui, alors de en fait je me suis toujours intéressée à la chose publique, oui. Puisque quand j'étais en CM1, j'ai été élue conseillère municipale des jeunes dans mon école primaire. C'est une très bonne école. En Sud-Gironde, voilà, sur la commune de Salles. Et puis après au collège et au lycée, j'étais déléguée de classe. Et puis j'ai eu l'occasion de me présenter sur une liste municipale. Alors maintenant il y a un petit moment. Donc dans la ville de mes parents, à Salles. Donc ça m'a fait une première expérience. Et puis un temps, j'ai pris ma carte à l'UMP parce que comme beaucoup de Français, j'avais cru en Nicolas Sarkozy au Karcher en 2007. Et puis comme beaucoup de Français, j'ai été déçue. Et donc en 2012... je voulais voter pour un candidat qui me représente vraiment à l'élection présidentielle. Et j'ai découvert à ce moment-là le programme de Marine Le Pen. Et je me suis dit, Edwige, c'est exactement ça que tu penses. Donc il faut que tu votes pour le Rassemblement national. Et de fil en aiguille, j'ai regardé les émissions politiques, je la suivais. Je regardais ce qu'elle faisait, ça m'intéressait beaucoup. Un jour, je suis partie la voir en meeting. C'était en Corrèze, en 2014. Oui. Et puis là, quand je l'ai vue, ça a été la révélation. Et je me suis dit, c'est tout, quoi, lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai été accueillie par Jacques Colombier à la permanence du Rassemblement national, qui est toujours 143 rue Georges Bonnac à Bordeaux. Jacques Colombier m'a fait ma carte. Quelques jours après, j'ai rencontré Louis Alliot. C'était dans le cadre des élections européennes. Et puis, quelques jours après, je distribuais des tracts sur les marchés. Et depuis, je suis toujours sur les marchés à distribuer des tracts. Votre première élection à la région, c'est en 2015. 2015. Voilà, là, je termine ce premier mandat. Alors peut-être, qu'est-ce que vous en tirez de ce premier mandat difficile ? Vous êtes aujourd'hui 22 élus à la région. Sur 183. Oui, nous sommes un groupe important. En 2015, notre liste était menée par Jacques Colombier. Nous avons réalisé un score très honorable pour la Nouvelle-Aquitaine puisque nous avons tutoyé les 22%. Donc c'est un mandat qui s'achève passionnant à l'image de la politique, qui vous apprend beaucoup de choses à parler en public parce que quand vous êtes un peu timide comme moi à la base, et quand vous devez prendre la parole devant 183 personnes, dont certains sont ministres, députés, sénateurs, que vous arrivez là-dedans, que vous avez 27 ans, il faut vite se mettre au travail pour honorer les électeurs qui nous ont fait confiance en allant se déplacer aux urnes au mois de décembre 2015. On vous voit sur les plateaux de télé actuellement.
Bon, vous dites que vous êtes timide, moi je trouve pas trop quand même. Hein. Je vous vois de temps en temps sur, je crois pas me tromper, CNews ou voilà, BFM ou LCI. BFM, Voilà, c'est pas trop oui. ma tasse de thé, mais bon, CNews, oui, LCI, LCI et aussi, voilà. puis Hein. France Info. Vous vous débrouillez très bien, très Écoutez, c'est très franchement. gentil, Non, mais non, c'est le c'est pas. travail, voilà. Je vous le dis, si c'était le contraire, je vous le dirais. Hein. Ouais, c'est pas beau. Hein. Non, vous vous débrouillez très bien pour quelqu'un de timide. Oui, écoutez, il faut travailler. Et puis, quand on est invité, et d'ailleurs, je vous remercie encore pour votre C'est invitation, normal. il faut qu'on puisse faire passer des messages, informer les citoyens de ce qui se passe souvent dans leur dos, parce que ce qui se passe au conseil régional, c'est relativement peu connu du grand public. Et donc, au moins, quand je suis invitée à m'exprimer, eh bien, j'en profite pour essayer de faire passer des messages, expliquer ce que donc font les exécutifs dans le dos des citoyens, et surtout expliquer ce que nous, on a envie de faire si les électeurs nous honorent de leur confiance et qui nous amènent aux responsabilités lors des prochaines élections et aussi à l'occasion de l'élection présidentielle l'année prochaine. Est-ce que vous avez été entendu à la région depuis votre élection? Oui, j'ai pas compté le nombre d'interventions que j'ai formulées. Oui, mais intervenir, oui. c'est une chose, mais après... Si. Alors bon, faut dire que... Alain Rousset, donc est le président socialiste de la région, pour qui j'ai par ailleurs, à titre personnel, de l'estime et de la considération. Politiquement, il est extrêmement sectaire. Voilà. Et ça, je pense que ça fait partie de ses plus grands défauts. Parce que à chaque fois que mon groupe a proposé un amendement ou une motion pour faire avancer les choses dans le sens de l'intérêt général, il refusait systématiquement parce que la bonne idée venait du Rassemblement national. En ce sens, je déplore son sectarisme, mais j'aurai l'occasion de lui dire quand on sera en débat et j'aurai l'occasion de le refaire savoir aux citoyens dans les documents qu'ils trouveront dans leur boîte aux lettres. À une époque, c'était le Front National. Bon, là, je vais être un peu dur, mais pourtant, c'est ce qu'il disait, surtout venant des gens de gauche. Le Front National, c'était des fascistes. Aujourd'hui, non, mais ça s'est dit, dans les années 80, je me souviens de ça. Nos adversaires politiques le disent toujours, d'ailleurs, mais ce sont des adversaires politiques. Alors, on a transformé aussi un petit peu en disant, oh, c'est populiste. C'est le mot à la mode. Hein, on dit plus fasciste, on dit populiste. Oui, écoutez... Alors, ça vous atteint pas? Non, moi, je voudrais que nos adversaires, plutôt, nous combattent au niveau des idées. Sauf qu'ils se rendent compte que le résultat de leur politique, c'est l'échec. Et nos propositions font de plus en plus consensus, si bien qu'eux-mêmes, parfois, quelque part, nous piquent nos propositions. Et donc, ils n'ont plus rien à dire contre nous, parce que tout ce qu'ils ressortent, c'est usé, c'est des vieilles tambouilles. Donc, ils sont obligés de se résoudre à dire qu'on est des fascistes ou des populistes. Bon. Pour les incultes, vous faites peur, quoi. Pour les incultes, voilà. Hein? Oui. Non, mais bon, en fait, il y a des gens qui sont sectaires, il y a des gens qui sont des opposants politiques, et c'est la démocratie, donc moi je respecte les avis de chacun. Néanmoins, j'ai envie de dire aux personnes qui pourraient se retrouver dans nos idées, mais qui pourraient aussi avoir un peu peur de nous, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur, nous sommes monsieur et madame tout le monde. Marine Le Pen, que moi je rencontre régulièrement, est une dame très bien, de qualité, de conviction, qui a envie d'une chose, c'est de gagner l'élection présidentielle l'année prochaine pour relever la France, et tout ça au bénéfice des Français. Donc n'ayez pas peur, traversez un peu cette barrière invisible, prenez contact avec nous. Nous, on est joignable sur les réseaux sociaux. Moi, je peux dire mon Facebook, c'est Edwige Diaz, ou mon Twitter. Il suffit de m'envoyer un message, je réponds tout le temps, et on sera ravis d'échanger avec vous pour éventuellement lever les quelques barrières qui pourraient subsister et qu'il faut absolument lever. Alors, vous êtes en campagne aujourd'hui, on va y venir quand même. Oui. Hein. Vous avez des thèmes comme la sécurité, l'immigration, la ruralité. Vous êtes ici dans un milieu rural, malgré que Coutras, c'est la deuxième ville du Libournais. Oui. Hein, elle a presque 9000 habitants. La mobilité aussi, ce sont des thèmes que vous abordez pendant cette campagne. Oui. Moi, je vous écoute.
D'accord. Alors, c'est vrai que je vais juste peut-être rappeler les compétences du Conseil régional, Bien parce sûr, que c'est si vrai vous voulez, que oui. c'est une institution qui est relativement méconnue du grand public, alors qu'elle a une incidence sur le quotidien de chacun. Donc, en fait, on s'occupe du développement économique, de l'agriculture, de la transition énergétique, des lycées, de l'enseignement supérieur, de l'économie sociale et solidaire, de la jeunesse, de la solidarité, des transports aussi. Donc en fait, elle a des compétences assez vastes, la région Nouvelle-Aquitaine, et un budget important, un budget de 3 milliards. Et je le précise au passage, un budget que si je suis élue présidente de la région, je n'augmenterai pas ce budget, parce que si on augmente le budget, forcément, ça aura une répercussion sur le contribuable. Donc moi, je travaillerai à budget constant. Simplement, je redéfinirai les priorités. Et parmi mes priorités, il y a en effet la lutte contre l'immigration clandestine, massive et coûteuse. Et là, nous sommes très opposés avec Alain Rousset, puisque lui est un immigrationniste assumé, alors que moi, je considère que l'argent des Néo-Aquitains doit bénéficier en priorité aux Néo-Aquitains. Et donc, si je suis élue présidente de la région dans 2 mois, j'arrêterai les subventions qu'Alain Rousset a distribuées, par exemple à SOS Méditerranée. Il a accordé une subvention de 50 000 € à l'Aquarius, donc via SOS Méditerranée. Alors moi, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce à la Nouvelle-Aquitaine de payer pour ce bateau qui, en plus, à l'époque, était à quai et n'opérait même pas de mission en Méditerranée? Bon, évidemment, j'ai pas eu de réponse. Alain Rousset décide, par exemple, tiens, il y a une gare pas très loin, là, à Coutras, une gare TER. Il faut savoir que si vous êtes un travailleur ou un touriste, vous allez payer votre billet de TER plein tarif, sauf si vous avez une réduction, par exemple, famille nombreuse. En revanche, si vous êtes un demandeur d'asile, vous aurez le droit de bénéficier d'une réduction de 80% sur le prix du billet TER. Et moi, je trouve ça anormal. Je vous l'ai dit, je considère que l'argent des Néo-Aquitains doit bénéficier en priorité aux Néo-Aquitains. Et juste, si vous me permettez, un dernier point sur l'immigration, c'est la question de la formation professionnelle, parce que la région est en charge de la formation professionnelle, et le conseil régional met un point d'honneur à former les migrants, les demandeurs d'asile, alors que malheureusement, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi en Nouvelle-Aquitaine, plus de 500 000. Et donc moi, je considère que nous devons d'abord nous occuper de former les Néo-Aquitains demandeurs d'emploi, de manière à les réinsérer dans le marché du travail. Et avec la crise que nous sommes en train de subir, c'est vrai que je suis très inquiète quant à la situation économique qui nous attend. Vous avez parlé de la formation professionnelle. Les apprentis ont été assez à la mode. J'ai toujours été assez surpris. Je suis chef d'entreprise, j'ai formé des apprentis. Je trouve que la charge est assez lourde pour les entreprises. Oui. C'est le reproche que je pourrais faire. On pourrait avoir beaucoup plus davantage d'apprentis, mais quand vous avez un apprenti de plus de 18 ans qui va... on va être presque obligé de le payer presque au SMIC, alors qu'il ne sera rentable qu'au bout... Rentable, encore j'exagère, au bout de quelques mois, ça bride. Oui. Je pense que ça bride. C'est pas au chef d'entreprise à prendre en charge toute la formation. Il y a des aides du conseil régional, c'est vrai. Elles ont été diminuées au fil du temps. J'en ai eu moi personnellement la preuve. Et je dis c'est dommage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que la formation de la jeunesse devrait être prioritaire dans les politiques publiques, parce que si on forme correctement notre jeunesse, eh bien, on les insérera d'autant plus rapidement dans le marché du travail. Et il y a toujours le spectre de la réforme des retraites qui va probablement ressortir d'ici l'année prochaine. Et donc, pour payer les retraites, il faut qu'on ait des jeunes qui soient au travail. Donc, la question de l'apprentissage et de la formation professionnelle est une question primordial. Nous, au Rassemblement national, nous souhaitons que l'apprentissage soit accessible pour les jeunes à partir de 14 ans. Et donc ça figurera dans le programme de Marine Le Pen l'année prochaine. Et nous avons aussi proposé
une exonération de charges totale pour les patrons qui embaucheraient des jeunes de moins de 21 ans. Donc ça, c'est au niveau national. Et au niveau régional, je suis en train de réfléchir à la faisabilité de la chose suivante. Je pense que pour les entreprises qui sont largement subventionnées par la région, la plupart du temps pour de bonnes raisons, je pense qu'on pourrait conditionner l'attribution d'une subvention à l'embauche d'un jeune en apprentissage ou en formation professionnelle. Voilà comment on pourrait partir dans un pari gagnant-gagnant, c'est-à-dire... Oui. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. C'est pas obligatoire. Le chef d'entreprise, il s'investit dans la formation de l'apprenti. Tout à fait. Il y passe du temps. Oui. Par expérience, je vous parle, encore une fois. On y passe du temps. Je ne dis pas qu'on perd du temps, mais... Oui, mais tant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Voilà. Et en plus, il va falloir payer à la fin du mois l'apprenti. Alors, je veux bien... Bon, parce qu'il y a eu des abus dans le temps. Il y a eu des chefs d'entreprise qui ont profité des apprentis. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pas comme ça. Je pense qu'il y a une refonte à faire. Je pense aussi qu'il y a une refonte et il faut prioritairement axer à la fois sur les jeunes, mais aussi démontrer la reconnaissance de la nation vis-à-vis de ces chefs d'entreprise qui, comme vous le dites, consacrent du temps à ces jeunes au détriment d'autres choses et peut-être que ça peut avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires. Il faut penser à des petites entreprises. L'artisan seul qui a un apprenti, voilà, je ne parle pas moi des entreprises, du bâtiment par exemple, où il y a X employés, on va prendre des apprentis du jour au lendemain dans le bâtiment, ils vont pousser une brouette, ils vont être utiles. Il y a d'autres métiers où vraiment il faut qu'ils apprennent le métier avant que... Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je vous disais en fait que nos propositions vont s'articuler à la fois régionalement, mais à la fois nationalement. Parce que même si c'est la région qui a la compétence formation professionnelle, ça ne reste qu'une compétence partagée avec l'État. Alors, vous avez souhaité qu'on parle de la ruralité, de la mobilité. On a un petit peu dit quelques mots tout à l'heure. La ruralité, aujourd'hui, a toute son importance avec ce qui se passe sur le plan national, avec ce virus. On vient d'en parler avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Les gens pensent de plus en plus à revenir à la campagne. Il faut penser aussi à ces agriculteurs qui vivent une période très difficile, très, très difficile. Qu'est-ce que l'État fait pour eux aujourd'hui ? On peut dire pas grand-chose. Oui, c'est sûr, pas suffisamment, d'autant plus que nous, ici, dans le Bordelais, on a subi de manière très intense le gel, le gel des cultures et de la viticulture. J'ai trouvé l'État pas au niveau. Puisqu'ils ont certes annoncé qu'ils allaient débloquer une enveloppe d'1 milliard d'euros, alors que la perte estimée tourne plutôt autour des 3-4 milliards d'euros. Donc là, il y a des trous dans la raquette. Moi, si vous voulez, avec le conseil régional, on pourrait avoir des leviers, donc non pas pour indemniser les viticulteurs, mais surtout pour... faire en sorte que cela ne se reproduise plus, parce que des aléas climatiques, il y en aura d'autres. Et donc moi, je pense qu'avec le Conseil régional, nous avons suffisamment de leviers qui ne sont pas activés aujourd'hui, malheureusement, je le déplore, en termes de recherche et d'innovation, pour que la région subventionne des dispositifs qui permettent non seulement d'alerter quand il va y avoir un aléa climatique, mais aussi de financer les infrastructures, les installations qui peuvent lutter contre le gel. Voilà. Je pense à l'irrigation, je pense aux petites éoliennes qui tournent dans la viticulture. Et cette innovation pourrait aussi permettre d'anticiper les aléas climatiques. Je pense par exemple à la grêle, parce que cette année on n'a pas eu de grêle, mais l'année dernière et les autres années on en a eu. C'est pas encore fini, c'est pas terminé. La grêle peut arriver pendant l'été. La grêle peut arriver, oui, d'ailleurs c'était le cas il y a quelques temps. Et donc je pense qu'il faut largement investir dans ces dispositifs innovants de manière à ce qu'on prévienne les dégâts et on anticipe les aléas climatiques. Voilà, ça serait une bonne chose pour nos viticulteurs et d'une manière générale pour les agriculteurs qui sont, à mon avis, comme la ruralité, en fait, le parent pauvre de la politique nationale et aussi de la politique régionale. Je vous disais que le budget de la région, tout à l'heure, c'était 3 milliards d'euros. Le budget de l'agriculture, c'est moins de 100 millions d'euros. Donc, c'est très, très faible. Donc oui, pardon. Non, c'est surprenant.
Les chiffres que vous donnez là sont surprenants. Oui, c'est surprenant, mais c'est la vérité. Voilà. Donc moi, en tout cas, si je suis élue présidente de la région, non seulement j'augmenterai le budget agricole, mais aussi et surtout, je soutiendrai les agriculteurs. Parce que là, aujourd'hui, Alain Rousset, qui est un professionnel des effets d'annonce, dit qu'il soutient l'agriculture. Sauf qu'il est allié avec des écologistes. Et moi, les écologistes, je n'ai aucune confiance en eux, parce qu'ils stigmatisent les agriculteurs en les taxant injustement de gros pollueurs. Et quand je vois l'exécutif municipal de Lyon qui nous explique qu'il va falloir supprimer un jour par semaine la viande dans les cantines, ça m'inquiète beaucoup parce que moi je pense que le premier geste à faire pour soutenir les agriculteurs, c'est de manger leurs produits et de manger de la viande. Voilà. Et donc, j'entends soutenir les agriculteurs via la mise en place de circuits courts, via une politique que nous défendons au Rassemblement national qui s'appelle le localisme. Et donc, le localisme, qu'est-ce que c'est ? C'est produire local, consommer local, embaucher local et recycler local. Eh bien, nous allons faire notre première pause musicale, le temps de se rafraîchir un tout petit peu, et on se retrouve avec Edwige Diaz, qui est élu à la région d'Aquitaine et secrétaire départemental du Rassemblement national. Média, la web radio de Coutras. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de 58 minutes. Je suis en compagnie de Edwige Diaz, qui est candidate aux élections régionales, qui est déjà élue à la région, et elle est aussi secrétaire départementale pour la Gironde du Rassemblement national. Nous continuons notre discussion et notre échange avec le sujet comme la mobilité. Aujourd'hui, c'est assez d'actualité. On a des nouveaux moyens de transport qui arrivent, électriques, pas électriques. Bon, dans les villes, je pense, j'y suis pas très souvent, moi je suis pas un homme de la ville, mais c'est en train aussi de se transformer. Dans le milieu rural, on a besoin aussi d'être mobile. Si un couple en campagne, s'il n'y a pas de voiture, c'est pas viable, quoi. Alors, que compte faire Est-ce qu'il y a des idées à la région et surtout au Rassemblement national par rapport à des sujets comme celui-ci ? Oui, alors déjà pour poser les bases, nous ne sommes pas comme les écologistes, nous ne faisons pas du car bashing. C'est-à-dire que nous appliquons le principe de réalité et nous considérons que si les gens prennent leur voiture pour aller travailler ou pour aller amener les enfants à l'école, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Voilà. Et moi, je défie les écologistes bobos bordelais de venir habiter chez nous dans la ruralité et d'amener les enfants à l'école en trottinette électrique. Qu'ils appellent la secte des écologistes. Oui, c'est vrai qu'ils nous imposent un peu ce totalitarisme intellectuel. Dès qu'on ne pense pas pareil qu'eux, nous sommes des populistes d'extrême droite, etc., etc. Mais eux, ils sont peut-être un peu dans leur tour d'ivoire. Mais nous, sur le terrain, nous connaissons la réalité. Nous savons... Moi, je suis élue à Saint-Savin, donc je sais très bien que quand je dois être à Bordeaux pour une réunion à 9h, il faut que je parte, ou 8h30, il faut que je parte avant 7h du matin, sinon j'ai tous les bouchons. Voilà. Et c'était d'ailleurs une des revendications des Gilets jaunes. Je parle des Gilets jaunes du début, pas les casseurs après qui se sont infiltrés. Mais une des revendications des Gilets jaunes du début, c'était précisément cette question de la mobilité et du coût de la mobilité, parce que ce qui avait mis un peu le feu aux poudres, c'était le prix du carburant. Voilà. Donc, nous, au Rassemblement national, nous considérons que la voiture, c'est d'utilité absolue. On ne peut pas faire sans. C'est la raison pour laquelle je me battrai en tant que présidente de région pour avoir des routes accessibles et surtout sécurisantes. Parce que moi, je ne comprends pas comment l'État peut oser nous dire, puisque les routes sont accidentogènes, eh ben, on va mettre plus de radars. Voilà, comme ça, il y aura moins d'accidents. Ils prennent vraiment les automobilistes pour des vaches à lait, alors que moi, je dirais plutôt, écoutez, si vous avez identifié des lieux accidentogènes, faites plutôt en sorte de rendre les routes plus sécurisées, ça évitera qu'il y ait des accidents, et en plus, les contribuables n'auront pas à payer pour tous les radars qui se prennent tout au long de l'année. Là, vous me tendez une perche, c'est vrai que dans le milieu rural, nous avons parfois des routes, c'est un état, dans un état lamentable. Lamentable n'est pas trop fort. Oui, et vous avez raison. Alors, hop, on met un radar, on se donne bonne conscience. Et puis, bon, bien évidemment,
les automobilistes vache à lait, on connaît ça depuis fort longtemps. Moi, je suis dans un secteur où il n'y a pas un radar tous les 100 mètres, mais pas loin. C'est-à-dire que allez, je vais le dire du reste, entre Sainte-Foy et Libourne, il n'y en a pas qu'un, hein, je peux vous dire. Ah oui, très franchement. Il faudrait qu'on se renseigne sur la rentabilité des radars, mais c'est vrai que je pense qu'il est très rentable celui-là. Il y en a un, la commune de La Motte, c'est le plus rentable du département de la Dordogne. Voilà, c'est ça. Mais alors, c'est vrai que ce problème est récurrent de l'état des routes. Donc, sur qui se retourner, son conseiller départemental, son conseiller régional, le maire. Alors non, tout le monde se renvoie la balle. Non, alors le maire c'est pour les chemins communaux. Après le département c'est pour les routes départementales et les grandes routes, les routes nationales, c'est compétences partagées entre l'État et certaines routes, la région aussi. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes président de région, vous pesez dans le débat et vous pouvez interpeller le ministre des Transports qui est en plus de Nouvelle-Aquitaine et lui dire bon, écoutez, monsieur le ministre, nous, on a des problèmes sur les routes, il faudrait vraiment que vous puissiez vous en occuper. Et malheureusement, je me rends compte que monsieur Rousset ne doit pas être très bon en bras de fer, parce que l'état des routes en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que c'est pas terrible. Je parle surtout des routes secondaires. Les nationales, ça peut aller. Ça dépend parce que vous avez quand même beaucoup de routes qui sont pas en 2 fois 2 voies, par exemple. Je pense à la liaison entre Limoges et Poitiers, qui est très accidentogène, qui est pas partout en 2 fois 2 voies, sur laquelle il y a beaucoup de camions, donc en fait qui mériterait d'avoir un aménagement adapté à son trafic, quoi. Voilà. Et donc en fait, la route, bien sûr, c'est absolument nécessaire, mais c'est pas pour autant qu'elle doit être taxée ou surtaxée, parce que je sais pas si vous avez vu passer, à l'Assemblée nationale, il y a la loi climat et résilience qui vient d'être votée là il y a quelques semaines et qui autorise la chose suivante. Elle autorise une expérimentation, c'est-à-dire que les régions pourront décider d'appliquer une taxe sur les transports poids lourds. Alors, mais ça avait été déjà d'actualité. Oui, c'était l'écotaxe. L'écotaxe du gouvernement de François Hollande. Du coup, qui a été enterré, mais là, qui est un peu exhumé. Et l'État se décharge en disant, écoutez, vous pourrez appliquer cette écotaxe nouvelle version, mais ça sera de la responsabilité des présidents de région. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette taxe sera appliquée à tous les transporteurs ou à aucun. C'est-à-dire que moi, en voulant appliquer la priorité nationale, je me dis, j'appliquerai cette taxe sur les camions étrangers. Par exemple, ça serait du bon sens. Mais l'Union européenne nous l'interdit. Alors, comme je n'ai pas envie de taxer davantage le transport routier français, qui subit déjà la concurrence internationale déloyale, si je suis élue présidente de région, je n'appliquerai pas cette taxe. Pourquoi ? D'une part, parce que vous en avez la possibilité. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu le tour de mes adversaires par la suite. Mais voilà, donc en fait, cette taxe, je n'ai pas envie de l'appliquer pour ne pas pénaliser davantage le secteur routier français, mais aussi parce que si on taxe davantage le transport, forcément, le prix de cette surtaxe va se répercuter sur le consommateur. Et moi, comme je défends le pouvoir d'achat des Français, je n'ai pas envie qu'ils payent une taxe supplémentaire. Et donc, cette possibilité qui est accordée par le gouvernement aux régions, elle n'est pas tombée dans l'oreille de sourds, puisque Alain Rousset a d'ores et déjà annoncé que s'il était réélu, il appliquerait cette taxe. Les écologistes, comme ils sont contre les voitures, ils vont forcément appliquer cette taxe. Madame Darrieussecq, donc de la tête de liste régionale de La République En Marche, comme la loi émane de la majorité présidentielle, forcément qu'elle appliquera cette taxe. Et quant à monsieur Nicolas Florian, donc le tête de liste des LR, sur la question, je ne l'ai pas entendu se prononcer. En revanche, je sais que son homologue d'Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est déjà déclarée en faveur de cette taxe. Donc en fait, si on résume, il n'y a bien et bien que le Rassemblement national qui défend le pouvoir d'achat des Français et l'utilisation de la route sans qu'elle soit corrélée à une surtaxe. Voilà. Alors, on va parler aussi, vous voulez peut-être rajouter sur les régionales quelque chose sur les transports Non, mais sur un thème qui vous est cher, parce que je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des départementales. Oui, alors juste pour terminer sur les mobilités, parce que pour récapituler, je suis très attachée à la voiture parce que c'est le moyen de locomotion obligatoire pour les ruraux que nous sommes. Carburant classique ou électrique Électrique, c'est vrai que je suis un peu réservée sur le sujet parce que quand on voit avec
les matériaux avec lesquels sont faits les batteries, qu'on peut difficilement rouler sur de longues distances et qu'on a un vrai problème de recyclage des batteries, c'est vrai que je m'interroge un peu sur la pertinence de ces voitures électriques. Mais bon, c'est à la mode, paraît-il. C'est en train oui, c'est prendre de l'ampleur. Oui, écoutez, il n'y a pas un jour sur toutes les chaînes de télé acheter une voiture électrique. Quoi, hein. Ça ressemble à de la propagande même. Hein. Voilà. Peut-être. Et donc les voitures, donc essentielles. Donc vous-même, vous ne roulez pas en voiture électrique. Moi, c'est une hybride. Voilà. Vous y venez un petit peu à quand l'essence. Même. Écoutez, parce que j'ai eu d'acheter ma petite voiture. Voilà, donc c'est l'occasion qu'a fait le larron. Voilà. Et donc un mot peut-être sur les TER. Oui, les transports en commun. Les transports en commun qui sont bien sûr incontournables quand on a une grande région comme la nôtre. Moi, je considère qu'il faut d'une part désenclaver les territoires ruraux et aussi mettre en place ce qu'on appelle au Rassemblement national la démétropolisation de manière à désengorger Bordeaux qui est une ville totalement asphyxiée. Voilà, hier soir, je partais de Bordeaux pour rentrer chez moi à Saint-Savin. J'ai mis 2 heures dans les bouchons sur le pont d'Aquitaine. C'était catastrophique. Je me demande comment peut-on aujourd'hui habiter dans une grande ville. Prenons celle de Bordeaux, puisque nous sommes voisins, mais moi, ça m'arrive de temps en temps de traverser Bordeaux, mais il y a de quoi devenir fou. En fait, c'est le pire, parce que ceux qui habitent à Bordeaux et qui travaillent à Bordeaux, ils n'ont pas de problème de voiture. Hein. Mais c'est les personnes comme nous qui travaillons occasionnellement à Bordeaux et qui vivons dans la ruralité. Là, c'est plus compliqué pour nous parce qu'on a on a le pendulaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a les bouchons le matin et les bouchons l'après-midi. Et donc, juste pour terminer sur les TER, moi, je déplore que le paquet n'ait pas été mis pour la réhabilitation et la rénovation du réseau TER de Nouvelle-Aquitaine qui est très endommagé. Et donc à cette problématique d'entretien du réseau TER s'additionne la problématique de la sécurité dans les transports. J'écoutais les représentants de la CGT Cheminots qui nous expliquait que sur le réseau TER de Nouvelle-Aquitaine, c'était pas moins de une agression ou une incivilité qui était déplorée par jour. C'est énorme. Et donc, si je suis élue présidente de la région, je ferai en sorte de mettre en place une police des transports de manière à ce que les usagers puissent prendre le TER sereinement. Et là, bien sûr, je pense aux femmes, parce que je sais qu'une femme sur 2 ne se sent pas en sécurité dans un transport en commun. Et c'est pas normal qu'en France, en 2021, une femme ne puisse pas prendre un transport en commun, l'esprit libre. Très bien dit. Est-ce qu'on peut parler des départementales ? De ce que vous voulez. Bon, alors, donc, vous êtes aussi le Rassemblement national, bien sûr, présent pour ces élections départementales. Nous sommes à Coutras. Oui. Vous allez présenter un candidat ? Oui. Ou une candidate, un binôme, du coup. Un binôme de candidats, voilà. Oui. Comme en 2015, le Rassemblement national de la Gironde a mis un point d'honneur à présenter des candidats dans les 33 cantons du département. Donc, vous êtes le premier à qui je le dis. Nous avons fini de déposer nos dernières candidatures tout à l'heure, qui ont toutes été validées par la préfecture. Donc, nous serons présents dans tous les cantons. Alors, on peut peut-être savoir qui va être candidat ici à Coutras, puisque vous avez déposé. Oui, je vais vous le dire. Et puis après, certainement que vous les recevrez pour développer le programme. C'est une exclusivité parce que, pour ne rien vous cacher, c'est même moi qui ai déposé leur dossier tout à l'heure. Donc c'est une exclusivité absolue. Oui. Donc il s'agit d'un habitant de Guîtres qui s'appelle Nicolas Goury et d'une habitante de Saint-Savin qui s'appelle Agère Jacquemin. D'accord. Élue déjà ou... Oui, elle est déjà élue. Les deux sont élus également. Nicolas Goury a eu une expérience politique en Seine-Maritime et Agère Jacquemin, actuellement, elle est conseillère municipale. Leurs deux suppléants sont également du secteur, puisqu'un habite à Saint-Antoine-sur-l'Île. Il s'agit de Sébastien Dumoulin. Et la suppléante s'appelle Marjorie Porte. Elle est conseillère municipale à la Ruscade. Voilà. Bon, en tout cas, ce sont des élus, des gens qui ont de l'expérience. Exactement, qui ont de l'expérience, une grande motivation. Et je ne vous cache pas que nous sommes très intéressés par ce canton, que nous avions failli remporter en 2015. Nous avons perdu en triangulaire à seulement quelques petits points. Et donc les candidats qui se présentent sur leur canton
ont très envie de le représenter au conseil départemental, parce qu'il faut bien dire ce qui est. En ce moment, c'est la gauche qui représente le canton du Nord-Libournais au conseil départemental. Et malheureusement, c'est la gauche qui incarne tout ce que nous combattons. Bon, vous savez quand même que sur Coutras, il y a la conseillère sortante qui c'est d'elle dont je parle, voilà, Michel Lacoste. Et je voulais vous entendre dire le nom. Et puis vous avez le maire de Coutras, Jérôme Cosnard aussi, qui est candidat. Oui, Jérôme Cosnard, qui est quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, de l'estime. Bon, voilà. On verra. Que le meilleur gagne. Oui, je souhaite bonne chance à Jérôme Cosnard. Voilà. C'est gentil. Sur le département, quelles sont les grandes lignes que vous souhaiteriez qu'on voit là, qu'on discute dans les semaines qui arrivent? Le département a surtout une compétence en matière de social, donc soutien aux aînés, soutien aux plus jeunes aussi, la question du RSA. Mais aussi le conseil départemental s'occupe de la prise en charge de ce qu'on appelle pudiquement les MNA, les mineurs non accompagnés, qui sont souvent pas mineurs et souvent très bien accompagnés. Et donc, nous avons récupéré les chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous dit que plus de 60% des mineurs non accompagnés sont en réalité majeurs. Et donc, ça constitue une injustice sociale terrible pour les Girondins, parce que le budget du département, finalement, s'il est injustement alloué à des personnes qui n'auraient pas le droit de bénéficier de ces dépenses, finalement, ça se fait au détriment de ceux qui pourraient en bénéficier. Et pour vous donner un exemple, le nombre de mineurs non accompagnés s'est multiplié ces dernières années. La Gironde est le 3e département de France qui accueille le plus de mineurs non accompagnés. Et ça a un coût pour le contribuable girondin, puisqu'on estime à environ 82 millions d'euros par an, rien que pour la Gironde, le prix des quelques 1500 mineurs non accompagnés qui sont accueillis dans le département. Bien. C'est un scandale. Alors, il nous reste peu de temps, mais il faut déjà que... Eh oui, déjà. On va glisser un petit peu sur ce qui se passe sur le plan national actuellement. On en a parlé encore tout à l'heure avec le docteur Lacroix, ce fameux virus qui nous a pourri la vie depuis un an. Quoi dire sur la gestion de cette crise? On en entend un petit peu de tous les côtés. Beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Le Rassemblement national va sûrement aller plutôt dans ce sens. Disons que on ne critique pas pour faire plaisir ou par principe. On critique quand la situation est critiquable et même condamnable. Moi, je m'étonne que Emmanuel Macron n'ait pas pris suffisamment tôt l'année dernière la mesure de la menace, puisqu'on se souvient qu'il avait été alerté par Agnès Buzyn. D'ailleurs, ça avait été déclaré dans Le Monde. Agnès Buzyn avait déclaré en décembre 2019 qu'il y avait un virus ravageur qui allait probablement arriver en Europe. Marine Le Pen, le 20 janvier 2020, avait proposé de fermer les frontières, les lignes aériennes avec la Chine, de manière à protéger les Français. Elle n'a pas été écoutée, malheureusement. Ensuite, la ministre de la Santé de l'époque, donc Madame Buzyn, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller se présenter aux élections municipales à Paris. Voilà. Et donc, depuis un peu plus d'un an, nous avons Monsieur Véran, qui fait preuve d'un véritable mépris à l'égard des Français, puisqu'il nous disait encore il y a quelques semaines que les Français, c'est parce que c'était compliqué de se faire un autotest, qu'il n'était pas sûr que les Français y arrivent. Et ça me rappelle ce qu'avait déclaré Sibeth Ndiaye en nous disant que c'était aussi compliqué de mettre des masques, et donc du coup c'est pour ça qu'on ne mettait pas de masques. Alors que la vérité, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de stock de masques. Voilà. Donc je pense qu'ils sont responsables totalement de la situation. On nous explique depuis des mois que la sortie de crise passera par une vaccination massive. Or, l'État français n'a pas été en mesure d'accompagner les laboratoires français vers le développement d'un vaccin, si bien que la France, pays de Pasteur, n'a pas son propre vaccin.
Et pire, il y a une entreprise nantaise qui s'appelle Valneva qui est partie frapper à la porte du gouvernement et qui a expliqué qu'elle était en mesure de produire un vaccin. Et le gouvernement, l'État a dit oui, non, ça nous intéresse pas trop, on verra ça plus tard. Résultat, cette start-up nantaise est partie vendre ses produits à la Grande-Bretagne. Par ailleurs, la France s'est soumise à l'Union européenne pour l'achat des vaccins, alors que l'Union européenne n'a aucune compétence en matière de santé. On nous avait expliqué que c'était pour faire des économies d'échelle. Eh bien, moi, j'ai envie de répondre au gouvernement. La santé des Français n'a pas de prix. Et donc, nous aurions dû acheter massivement, et peut-être même un peu plus cher s'il le fallait, suffisamment de doses pour protéger la population. Ça aurait évité à des milliers de commerces d'être encore fermés aujourd'hui. Donc ces milliers de commerces, je vais avoir une pensée pour eux, parce que non seulement ils perdent du chiffre d'affaires, non seulement on ne sait pas combien d'entre eux arriveront à se relever de cette crise, et pour couronner le tout, on leur a dit qu'ils étaient non essentiels. Voilà. Donc le gouvernement a très mal joué parce que entre les bouts de chandelle d'économie qu'il a fait en achetant les vaccins de manière groupée via l'Union européenne, eh bien ce sont beaucoup plus de milliards d'euros qui ont été gaspillés pour essayer de pallier un peu au confinement. Voilà. Et après, je déplore aussi que le gouvernement s'enferme dans une posture idéologique et qu'il ne veuille pas travailler avec, par exemple, le vaccin russe, le Sputnik. Je voulais en venir à la vaccination, justement. Votre point de vue sur cette vaccination? Oui, moi je pense qu'il faut laisser la liberté aux Français. Je suis contre l'instauration d'un passeport vaccinal, qu'on permette aux Français qui veulent se faire vacciner d'aller se faire vacciner. Encore faut-il qu'ils nous fournissent des doses, qu'on attend toujours. D'ailleurs, il y a des centres qui ferment faute de doses. Donc avant de vouloir imposer le vaccin à tout le monde, je pense qu'il ferait mieux déjà de fournir des doses pour ceux qui veulent se faire vacciner. Moi, je prône la liberté en cette matière. Alors, là, c'est l'actualité du moment. La région PACA, c'est loin de Coutras, bien évidemment. Mais vous avez un candidat oui, également. Thierry Mariani, bien sûr. Et il s'y passe des choses en ce moment dans la région PACA. Mais oui, on a appris il y a quelques jours que le président LR de la région PACA, M. Muselier, avait contracté un accord électoral avec La République En Marche par l'intermédiaire de Jean Castex. Écoutez, je pense que ça continuera de faire sombrer les LR. Moi, je connais des LR qui sont très bien, des élus locaux, des militantes de base qui pensent quasiment la même chose que nous et qui sont atterrés de voir la dérive idéologique et même la soumission de l'état-major des LR vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc, moi, je dis à ces républicains, vos états-majors vous trahiront, vous ont trahi et continueront de vous trahir, la preuve avant-hier avec ce qui s'est passé en PACA. Donc rejoignez-nous, parce qu'avec nous, au moins, vous défendrez des vraies valeurs et vous ne serez pas trahis. Pour être élu aujourd'hui, tout est bon? Je ne sais pas si ça portera chance à M. Muselier ou pas. En tout état de cause, moi, ce que je peux dire, c'est que Thierry Mariani, c'est quelqu'un qui est apte à diriger la région, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, député européen du Rassemblement national maintenant. C'est un homme qui a la carrure. Et donc, il faut dire aux habitants de PACA, vous pouvez voter pour Thierry Mariani. Il sera un excellent président de région. Alors, vous n'êtes pas au Rassemblement national en mauvaise posture quand on lit les sondages. Hein, vous faisiez presque mieux que les années passées. Ça monte. Oui, ça monte, c'est normal. Mais voilà, moi, je vous parle assez franc. Oui, hein, oui. Ce qu'on entend, c'est que les gens ont peur, quoi. C'est encore dans les têtes, ça. Le Rassemblement national fait peur. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Oui, tout à fait. Moi, je peux vous confirmer. Comment s'expliquer là-dessus? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que cette peur, ou en tout cas cette impression de peur est savamment orchestrée et instrumentalisée par nos adversaires politiques qui tentent de nous stigmatiser. Donc moi j'appelle ça la minorité bruyante. Et moi je pense plutôt à la majorité silencieuse qui pense comme nous,
qui a envie de voir Marine gagner l'élection présidentielle l'année prochaine. Et à ces gens-là, je leur dis, rejoignez-nous, venez prendre votre carte au Rassemblement national si vous voulez vous engager d'un point de vue du militantisme, ou regardez nos actualités. Il faut convaincre les personnes autour de chez soi parce que l'enjeu est important. Si ce n'est pas Marine Le Pen qui gagne l'année prochaine, c'est Emmanuel Macron. Voulez-vous encore plus d'injustice sociale? Voulez-vous encore plus de matraquage fiscal? Si vous ne voulez pas de ça, faites confiance à Marine Le Pen et votez pour le Rassemblement national. Si Emmanuel Macron se représente. J'ai l'impression qu'il est déjà en campagne. Ah oui ? J'ai l'impression qu'il est déjà en campagne. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi ce que je vois, c'est le dernier sondage là, qui parle de l'élection présidentielle et qui place Marine à 48% des intentions de vote. Avec la marge d'erreur, on peut très bien être à 50,5%. Donc il ne faut pas relâcher les efforts. C'est pour ça que j'en appelle à la mobilisation des électeurs du Rassemblement national, bien évidemment pour l'élection présidentielle l'année prochaine, mais dès aujourd'hui pour les élections départementales et régionales, parce que Marine Le Pen a besoin d'avoir des ambassadeurs locaux, des cadres locaux, et nous avons besoin de continuer de prouver qu'une gestion Rassemblement national, ça marche. Je rappelle que la plupart des maires Rassemblement national qui ont été élus en 2014 ont été réélus en 2020 et souvent avec des scores très élevés. Et donc ça veut bien dire que la population est contente du travail accompli par les élus du Rassemblement national. Donc voilà, mesdames et messieurs les électeurs girondins, il vous reste quelques jours pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Pensez à faire des procurations si vous n'êtes pas là, rentrez en contact avec nous si vous voulez nous filer un coup de main, militez avec nous et surtout n'oubliez pas d'aller voter parce qu'il y a des cantons qu'on veut gagner comme celui de Coutras par exemple et il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui est à portée de bulletins de vote. Vous pensez à une élection en France pour les présidentielles, une élection à la Trump là ici ça pourrait se produire la même surprise qu'il y a eu aux États-Unis. Trump était donné perdant et élu. Vous pensez que Marine serait dans quelle... la surprise comme Trump aux États-Unis, quoi. La victoire de Marine Le Pen, du coup, ne serait plus une surprise parce qu'elle est déjà un petit peu... presque annoncée, quoi. Hein. Oui, mais quand même, dans les foyers, là, on dit ça, mais... Bon, il y en a qui disent, mais non, elle ne sera jamais élue. Eh bien, si elle sera élue, elle sera élue parce qu'on y travaille, on est de plus en plus à vouloir, à souhaiter son accession au pouvoir. Je ne dis pas ça parce que c'est la présidente de mon mouvement et que je la respecte, que je l'admire et que je l'apprécie beaucoup. Je dis juste qu'il faut qu'elle soit élue présidente de la République. Parce que c'est la seule qui est capable de redresser la France. On a eu le PS, on a eu l'UMP, maintenant on a Macron. Il faudrait quand même pas qu'on ait les écolos. Voilà. Donc sinon ça serait absolument dramatique, surtout pour la ruralité. Fou rire général ici dans le studio, vous ne le voyez pas. Donc il faut que ce soit Marine Le Pen impérativement. Donc je pense qu'elle va gagner. En tout cas, nous faisons tout pour qu'elle gagne. Il nous reste encore 1 an. Voilà, que les gens aient voté et comme ça, elle sera élue. Hein. Vous êtes une militante courageuse, battante, des ambitions nationales, Edwige Diaz. Moi, je me tiens à la disposition de mon mouvement. J'adore ma ruralité. Je n'abandonnerai pas ma Gironde parce que même si je n'y suis pas née, j'y suis arrivée à l'âge de 5 ans. Oui, alors donc c'est quasi voilà, c'est tout comme. Donc la Gironde pour moi c'est très important. Après voilà, on verra. Le destin. Voilà le destin. Qui aurait dit qu'il y aurait le Covid et que les élections municipales seraient reportées, décalées. Donc l'avenir nous le dira. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Mais c'est moi qui vous remercie. Venu jusqu'ici. Je suis de Saint-Savin, c'est pas très loin. Quand même, il y a quelques kilomètres. Ça va. Bon. Merci en tout cas de votre Merci à vous. présence, votre rayonnement. Et puis bon, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces régionales et départementales. Avec grand plaisir. À l'antenne de CLC. Je remercie également Jean-Yves Bernard à la technique et notre ami Gérard Pommier à la vidéo. Je remercie aussi notre ami Lucas, vous allez entendre parler de lui, puisqu'il rejoint l'équipe de CLC Média. À très bientôt, bonne soirée à vous toutes et à vous tous.